Bonjour, aujourd'hui on va regarder un peu un sujet sensible dont on parle pas souvent, le parcours de ceux et celles aussi qui décident de quitter l'islam. Oui, Et pour explorer ça, on se base sur une source, c'est en entretien avec Majid Oukasha. C'est un auteur, youtubeur assez connu pour sa critique de l'islam. Il a écrit notamment Ex-musulman, le guide de survie. c'est ça. Et l'objectif, en fait, c'est de comprendre un peu les obstacles qu'il décrit dans cet entretien. C'est pas seulement les risques légaux dans certains pays, Non, c'est aussi toutes les difficultés sociales, psychologiques qui sont très concrètes, y compris ici, en France ou dans d'autres pays occidentaux. C'est une réalité que beaucoup de gens ignorent, je pense. ce qui est frappant tout de suite dans ce que dit Oukasha, c'est cette idée que quitter l'islam, ce serait interdit selon certaines lectures religieuses. Et ça entraîne des conséquences qui peuvent être dramatiques. Ah oui? Il parle de sanctions, ça peut aller jusqu'à la peine de mort dans plusieurs pays, encore aujourd'hui, pour ce qu'il appelle un crime psychologique, Eh oui, le terme est fort. le simple fait de changer d'avis au fond. Tout à fait. Et le titre de son livre, Guide de survie, c'est pas juste une image, quoi. Oukasha, il insiste vraiment sur le fait que, même en Occident, où, bon, la loi protège la liberté de conscience, Oui, en théorie. voilà, il y a quand même une vraie survie sociale et psychologique à assurer. La source décrit une peur très fréquente chez les ex-musulmans, la peur de dire leurs décisions à leurs proches. Oui, la peur d'être vu comme un traître. Exactement. Et de subir le rejet, les pressions, parfois même pire, Et c'est pas juste des craintes abstraites, l'entretien donne des exemples précis. et qui se serait passé en France. Mhm. Des agressions pour non-respect du ramadan. Il cite un jeune qui aurait été fini à l'hôpital parce qu'il mangeait une sucette. Ou des histoires de femmes ex-musulmanes ou juste pas pratiquantes qui auraient été séquestrées, violentées par leur propre famille Oui. parce qu'elles voulaient vivre plus librement ou qu'elles étaient en couple avec un non-musulman. Donc ça montre bien que la pression, elle peut être très très concrète. Oui, oui. Et dans la source, Oukasha, il essaye de relier ça, ces persécutions, qu'elles soient officielles ou informelles, à des interprétations bien spécifiques des textes. C'est ça. Il va citer des passages du Coran, des hadiths aussi. Rappelons que ce sont les recueils des paroles et actes attribués au prophète Mahomet. Et selon son analyse, ces textes appelleraient à traiter les non-musulmans en ennemis ou à punir l'apostasie. Il utilise même un mot pour ça. Oui, il forge un terme, la acrénophobie, pour décrire ce qu'il voit, lui, comme une hostilité fondamentale envers les non-croyants qui serait inscrite dans ces textes. Alors, c'est important de le redire, ce sont bien les interprétations et les citations qu'Oukasha met en avant dans cet entretien. Tout à fait. Et au-delà de la peur physique, ou légale même, la source insiste sur le fait que juste communiquer sa décision, c'est un défi énorme. Ah oui? Comment on explique ça à sa famille, à sa communauté? Oukasha décrit une sorte de mur d'incompréhension. On accuse les ex-musulmans d'être possédés ou... Ou de vouloir juste copier les Occidentaux, de chercher une vie de débauche. Voilà, c'est ça. Leurs raisons, leurs critiques, parfois sur des points précis de la doctrine ou sur la violence, tout ça est balayé. C'est ça, leurs arguments ne sont pas entendus. Oukasha utilise une analogie assez parlante. Il dit c'est comme une personne saine d'esprit enfermée dans un asile. Sa parole est systématiquement invalidée. Hmm. Du coup, le dialogue devient impossible. Et ça renforce l'isolement, évidemment. La source aborde aussi un point plus large et qui est souvent source de débat, la question de l'intégration. Oui, Selon Oukasha, les difficultés d'intégration qu'on observe chez certaines populations issues de l'immigration musulmane seraient liées en partie à cette méchronophobie doctrinale qu'il dénonce. Il cite par exemple des versets qui décourageraient les liens d'amitié avec les non-musulmans. et il met ça en parallèle en fait avec d'autres groupes immigrés. Il mentionne, selon ses dires, la communauté sino-vietnamienne, Oui, qui d'après lui susciterait moins de débats sur l'intégration, parce que, toujours selon son analyse dans l'entretien, elle ne manifesterait pas les mêmes tensions. Des tensions liées à des revendications religieuses ou à certains comportements qu'il attribue, lui, à l'influence de la doctrine. Bon, encore une fois, c'est important, c'est le point de vue qui est exprimé dans la source qu'on rapporte ici. absolument. Alors comment on s'en sort d'après la source? Qu'est-ce qu'il propose, Oukasha? Il semble y avoir deux axes principaux. C'est ça?
D'un côté, il parle d'un travail de fond pour normaliser la critique de l'islam, Mhm. que ce soit via les médias, l'école, les intellectuels, pour que ça ne soit plus un tabou total. Et de l'autre côté, il appelle à plus de fermeté de la part de la justice face aux agressions, à ce qu'il appelle la vengeance communautaire. Et finit quand même sur une note d'espoir, malgré tout ça. Il pense que la parole critique, elle se libère de plus en plus, notamment grâce à Internet, qui permet de connecter des voix dissidentes. Oui, c'est vrai. Et il parie sur le fait que la rationalité finira par gagner du terrain face au dogme. C'est son espoir. Donc, pour résumer un peu, cet entretien avec Majid Oukacha, ça met vraiment en lumière une tension très forte. Ce combat entre la liberté de conscience de l'individu Oui, et puis des pressions communautaires, théologiques qui sont intenses. Et c'est un combat qui comporte des risques bien réels, personnels, sociaux, parfois physiques, même dans nos sociétés occidentales laïques. tout à fait. Et ça laisse peut-être une question en suspens pour finir. Comment une société peut-elle vraiment entendre et protéger ceux qui font ce choix de quitter une religion qui est souvent très très ancrée dans leur communauté d'origine, surtout quand on sait que ce phénomène reste souvent invisible et que le dialogue a l'air si difficile entre des visions du monde qui sont parfois radicalement différentes.